Donc, je peux introduire Geoffroy, que j'ai pu rencontrer en particulier hier, parce qu'on a partagé la même table. Geoffroy qui est donc interne en cardiologie et qui prend la suite des travaux au Lapto, une dynastie de cardiologues du Lapto sur les applications cardiologiques, en particulier une thématique particulière sur les anomalies du rythme, l'ACFA en particulier, avec toute la problématique de tirer sur un organe qui s'arrête jamais de bouger pour atteindre une zone qui est pas forcément à la surface du cœur, donc vraiment quelque chose d'assez complexe et qui, à mon avis, fera progresser les ultrasons focalisés dans plusieurs domaines quand ils arriveront à trouver la solution. Merci beaucoup pour l'introduction et merci aux organisateurs de m'avoir demandé de faire cette présentation. Donc, je ne me suis pas limité uniquement aux IFU, sinon j'aurais pas eu grand-chose à vous raconter. Je vais faire tous les ultrasons thérapeutiques, donc il y aura pas mal des effets mécaniques des ultrasons. Donc, j'ai pas de confidentialité particulière avec cette présentation. Donc, nous aussi en cardiologie, comme en gynécologie, on connaît très bien les ultrasons. C'est vraiment quelque chose qui est partie de notre pratique quotidienne en diagnostic. Tous les cardiologues sont formés vraiment à l'échographie. Ça nous permet vraiment d'étudier en temps réel le mouvement de l'organe, la contraction cardiaque, le mouvement des valves, voir s'il y a des fuites, etc. On utilise énormément les différents types de Doppler, que ce soit Doppler impulsé, continu, couleur, Doppler tissulaire. On s'en sert également pour étudier les vaisseaux, voir s'il n'y a pas des thromboses, des anomalies des flux. Mais par contre, nous, comme vous allez le voir, on a très peu de développement pour l'instant des ultrasons thérapeutiques. Donc, tous les travaux que je vais vous montrer, c'est à des stades assez peu avancés, beaucoup d'études encore très cliniques et très peu de dispositifs qui sont mis sur le marché. Donc, les applications, pour l'instant, elles sont essentiellement vasculaires, que ce soit dans la pathologie artérielle ou veineuse, avec principalement l'utilisation des effets mécaniques. D'ailleurs, on a eu un bon rappel sur le fonctionnement des ultrasons. Donc, on utilise plutôt actuellement les effets mécaniques et un petit peu des applications avec des effets thermiques. Donc, pour l'instant, sur du cardiaque pur, il n'y a aucun dispositif, en tout cas, il n'y en a plus, de dispositifs qui ont de marquage CE ou FDA. Donc, la problématique cardiaque, évidemment, elle est liée à l'anatomie. Donc, nous, on a le problème de la cage thoracique qui nous fait un obstacle acoustique. Ça paraît assez évident à résoudre. Le problème aussi, c'est que notre organe, il est mobile. On ne peut pas vraiment l'arrêter facilement. On est obligé d'être synchronisé avec le rythme cardiaque. L'épaisseur musculaire, elle est variable selon où on se situe dans les oreillettes ou les ventricules. On a des structures un peu plus nobles qu'il faut éviter, les valves, les voies de conduction. Le refroidissement par le flux sanguin, évidemment, va nous gêner puisque le débit cardiaque est extrêmement élevé, environ 5 litres par minute, donc ça va nous gêner pour atteindre des températures permettant de créer des lésions. Et enfin, les complications sont toujours très graves en cardiologie, avec le risque d'AVC quand on est dans les cavités gauches, le risque d'infarctus si on lèse les coronaires, le risque de léser les valves, le risque d'arrêt cardiaque, évidemment, si on entraîne des troubles du rythme, si on entraîne une perforation cardiaque. Moi, j'ai divisé mon topo en 3 parties. Je vais vous parler d'abord des applications en pathologie veineuse, puis en pathologie artérielle, et enfin, je vous parlerai des pathologies purement cardiaques. Donc, pour la pathologie veineuse, on en a parlé un petit peu hier, il y a une présentation qu'on a parlé des varices. Donc, je pense que tout le monde voit ce que c'est les varices, une des conséquences de l'insuffisance veineuse chronique qui entraîne des problèmes esthétiques et puis également peut être responsable d'ulcères. Il y a déjà pas mal de traitements disponibles pour traiter les varices actuellement. Donc, historiquement, la chirurgie qui est quand même moins faite maintenant, mais qui peut parfois être indiquée. Les scléroses, donc, qui consistent à injecter une sorte de mousse qui va détruire la veine, le laser, la radiofréquence. Donc, il y a quand même pas mal de thérapeutiques disponibles. Il y a il y a plusieurs sociétés qui essaient de commercialiser des dispositifs en utilisant là, cette fois, les IFU. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la chaleur pour entraîner une thrombose de la veine qui va détruire la veine, entraîner son occlusion irréversible et ainsi faire régresser les varices. Donc, il y a plusieurs cas qui ont été publiés, pas de grosses études. À chaque fois, c'est des séries de quelques cas. Et le dispositif Sonovein de Theraclion, dont on a parlé hier, qui a eu le marquage CE récemment, 2019, que vous pouvez voir en application là, sur une grande saphane sur l'image en bas. Donc, voilà, une première application potentielle des ultrasons thérapeutiques dans le domaine vasculaire. Deuxième domaine, donc cette fois, le but, c'est plus de boucher les veines, c'est d'aller les déboucher. Donc, avec de la thrombolyse facilitée par ultrason, qui a été principalement étudiée dans les embolies pulmonaires à haut risque. Donc, l'embolie pulmonaire, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est la formation d'un caillot
au niveau des veines profondes, qui va ensuite se déplacer au niveau cardiaque et aller boucher les artères pulmonaires. Et dans, on va dire, moins de 5% des cas, l'embolie pulmonaire peut être sévère et entraîner une dysfonction cardiaque avec une dilatation de cavité droite, un risque de décès par choc cardiogénique. Donc actuellement, les traitements reposent sur les anticoagulants, les thrombolytiques, dont des traitements puissants qui permettent directement de liser le caillot, ou la thrombectomie, c'est-à-dire d'aller directement chercher le caillot avec des cathéters ou avec de la chirurgie. Le problème de ces traitements, c'est qu'ils font saigner. Donc là, le rationnel pour développer ce dispositif, les créateurs ont pensé qu'ils pouvaient déjà diminuer la mortalité et surtout diminuer le risque hémorragique en allant diffuser directement le thrombolytique au niveau du thrombus. Donc ils ont développé ce cathéter qui est en deux parties. La partie, sur l'image du milieu, la partie du bas, je sais pas si on voit mon pointeur. Donc la partie du bas qui est insérée sur guide, qui est en fait un cathéter perforé qui va permettre après de diffuser le produit. Une fois que le cathéter est mis en place au sein du caillot, ce deuxième cathéter avec plusieurs transducteurs ultrasonores est mis en place. Et donc ces deux cathéters sont mis en place pendant au moins 12 heures avec perfusion en continu du thrombolytique et en parallèle des ultrasons qui sont censés désagréger le caillot et favoriser la pénétration du thrombolytique. Donc ici, un dispositif en place. Donc le plus souvent, il en faut deux. Souvent, ces embolies pulmonaires sévères, elles sont bilatérales. Donc déjà que le cathéter est assez cher, en plus il en faut deux. Donc ils ont fait deux études cliniques randomisées sur à chaque fois une centaine de patients, où ils étudiaient malheureusement que des critères secondaires. Il n'y avait pas beaucoup de durée de suivi, c'était du suivi à 1 mois. Ils étudiaient surtout la régression de la dilatation du ventricule droit et la baisse des marqueurs de souffrance cardiaque. Donc ils ont montré que ça avait un intérêt par rapport au traitement standard, par contre aucun intérêt sur la diminution du risque hémorragique ou sur la mortalité rapportée. Ils ont quand même eu le marquage CE en 2011 et la FDA en 2014 pour le dispositif Ecosonic, donc qui a depuis été racheté par Boston Scientific. Ils ont également eu le marquage pour la thrombose veineuse-artérielle en faisant une étude dédiée, mais c'est pas vraiment l'indication. Enfin, quand on voit l'indication, c'est pas vraiment l'indication la plus étudiée. Il y a eu des registres en virel, dont un assez récent en 2019 par une équipe néerlandaise qui a fait un peu plus de 100 patients qui, eux, ne retrouvent aucune supériorité clinique sur le traitement standard par rapport au traitement classique. Donc actuellement, ce dispositif, il n'est pas remboursé, il coûte plusieurs milliers d'euros pour chaque cathéter, c'est de l'ordre de 2-3 000 euros par cathéter. Il n'est pas du tout utilisé en France, donc j'ai jamais vu en application, mais une application potentielle qui avait été évoquée. Sur la pathologie artérielle, donc sur des lésions chroniques d'athéromatose, c'est-à-dire de l'infiltration de cholestérol de la paroi artérielle. Actuellement, on traite les rétrécissements quand ils sont symptomatiques, soit par des stents, on met des ressorts pour aller élargir la lumière artérielle, ou par chirurgie avec dentartérectomie, c'est-à-dire aller enlever la plaque, ou par des pontages. Là, il y a une équipe qui est aussi aux Pays-Bas, qui, eux, développent une sonde avec des IFU en se disant qu'ils peuvent détruire la plaque d'athérome sans entraîner de thrombose, parce que c'est quand même le risque d'aller léser l'endothélium, et ensuite l'endothélium lésé va favoriser la thrombose, donc c'est vraiment ce qu'ils voudraient éviter. Ils ont fait une étude chez l'animal sur une quinzaine d'animaux, ils ont montré qu'ils n'induisaient pas de thrombose, donc ils ont réussi à prouver le concept, et ils ont commencé d'inclure, ils ont inclus une quinzaine de patients, l'étude sur leur site est marquée comme terminée sur une quinzaine de patients, mais ils n'ont pas encore publié l'article, donc ça sent quand même pas très bon à voir, mais ils ne se pressent pas pour publier les résultats, donc à voir ce que ça donne. En tout cas, moi personnellement, je ne vois pas trop la place que ça pourrait avoir, parce qu'on a déjà pas mal de traitements disponibles pour traiter les sténoses assez simplement, avec maintenant des stents qui fonctionnent très bien, des opérateurs qui sont bien formés, beaucoup de salles de cathétérisme en France, donc à voir, mais je ne vois pas trop le positionnement de ce dispositif pour l'instant, surtout qu'il risque de coûter très cher. Une application, donc quelque chose d'un peu plus positif, c'est quelque chose qui est utilisé. La lithotripsie intravasculaire, donc la lithotripsie, je pense que vous connaissez tous bien, avec les ondes de choc pour détruire les calcifications. Donc là, c'est dans les pathologies, dans les sténoses qui sont vieillies, calcifiées, donc souvent chez les patients âgés, les patients diabétiques, insuffisants rénaux, donc les patients qu'en plus on n'a pas envie d'opérer. Actuellement, ces patients, on évite plutôt la chirurgie, on les traite par voie percutanée, par angiographie.
en allant mettre soit avant des ballons non compliants, donc des ballons très durs qui permettent de casser les lésions, soit de la rotablation qui est une sorte de fraise qu'on met dans l'artère. Donc des dispositifs qui étaient quand même pas suffisants et qui entraînaient un haut taux de complications avec souvent des perforations artérielles avec les ballons non compliants ou la rotablation. Et donc, il y a une société qui s'appelle Shockwave Medical qui a développé plusieurs cathéters différentes, avec des ballons de différentes tailles, des ballons qu'on va gonfler dans la lumière artérielle, et le dispositif va ensuite délivrer des ondes de choc. Donc, le ballon, il permet de délivrer jusqu'à 80, il est garanti jusqu'à 80 ondes de choc. Et donc, dans les publications, généralement, ils en faisaient une bonne cinquantaine pour avoir un résultat optimal. Donc, un exemple d'application, je vous montre, sur une coronaire droite. Donc une coronaire là qui est très malade initialement, avec vraiment une lésion ici extrêmement calcifiée, avec quasiment aucun flux. Premier passage avec le ballon ne se gonfle pas complètement, il y a ce qu'on appelle une empreinte. Donc là, on peut voir que le ballon, à cet endroit-là, il n'est pas bien dilaté. Ils font une application de shockwave qui permet derrière de bien briser le calcium et de pouvoir gonfler complètement le ballon, d'apposer un stent et d'avoir un résultat final qui paraît quand même très satisfaisant. Ils ont couplé ça là dans ce case report à de l'OCT, donc l'imagerie par cohérence optique intracoronaire. Donc là, le guide est situé au centre de la coronaire, les calcifications autour qui initialement ne sont pas complètement brisées, puis derrière, ils arrivent à bien éclater les calcifications et à restaurer une lumière satisfaisante pour bien apposer le stent. Parce que c'est vraiment le risque de ces lésions calcifiées. Si on met un stent là-dessus et que le stent est mal apposé, le stent risque de se thromboser parce que le flux sanguin ne se fait pas comme il faut. Ils ont fait des études chez l'homme, 4 études pour le membre inférieur, 3 études pour les coronaires. Alors au début, ils essaient de prouver la sécurité, puis derrière, ils ont fait des études pour optimiser la dose, puis prouver vraiment l'efficacité. Donc il y a quand même un bon nombre de patients qui ont été traités. Ça leur a permis d'obtenir le marquage CE et l'agrément de la FDA dans l'indication du membre inférieur et les coronaires. Donc actuellement, le dispositif est toujours hors nomenclature, mais ça équipe actuellement plus de 50% des centres de chiro français. Là, j'avais vu récemment, début d'année, c'était sur les plus de 200 centres français, il y en avait environ 115 qui sont équipés. Donc, malgré le fait que ce soit un dispositif qui n'est pas remboursé, ça répond vraiment à un besoin qui n'était pas couvert, à ce qui était bien dit hier dans les présentations. Donc là, vraiment, il n'y avait pas d'alternative vraiment viable pour les sténoses coronaires, vu que c'est des patients qu'on ne voulait pas opérer, que les alternatives percutanées n'étaient pas suffisantes. C'est relativement sûr, hein, dans les publications, ils ont des taux de complications qui sont entre 5 et 10%, ce qui est acceptable sur des lésions coronaires aussi sévères. Et c'est assez simple d'utilisation, puis ça ressemble à un cathéter d'angiographie que les cardiologues interventionnels ont l'habitude de mener. Autre application, cette fois beaucoup plus fondamentale, la sonothrombolyse dans le cas d'ischémie aiguë. Donc actuellement, pour revasculariser un membre ou une artère coronaire qui est occluse, on utilise la thrombolyse, donc les médicaments qui vont fluidifier le sang de manière très importante, ou des angioplasties urgentes. Donc en France, on pratique plutôt l'angioplastie, puisqu'on a la chance d'avoir un gros maillage avec beaucoup de centres interventionnels. Il y a d'autres pays où ils sont un peu plus éloignés des hôpitaux, donc ils utilisent plutôt le médicament. Et là, le rationnel repose sur l'utilisation de la cavitation en perfusant des microbules pour aller traiter directement la lésion et faire éclater le caillou qui bouche l'artère. Donc, ça a été étudié chez l'animal pour traiter les vaisseaux épicardiques, donc les artères coronaires, et également dans l'ischémie aiguë de membre. Il y a un potentiel évoqué par les auteurs qui est intéressant, c'est que ça permettrait de traiter la microvascularisation, parce que nous, avec nos moyens diagnostiques, on traite uniquement les gros vaisseaux, mais derrière, il y a tous les petits vaisseaux qui sont en souffrance, qui restent occlus, vu qu'ils ont été en bas débit pendant plusieurs heures, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à traiter et qui, pour ce qui concerne en cardiologie, est responsable après d'insuffisance cardiaque, alors que même les coronaires ont été bien vascularisés dans le temps. Donc, ça pourrait être intéressant pour aller vraiment déboucher les petits vaisseaux qu'on ne voit pas ou qu'on ne peut pas traiter. Ils ont fait un beau papier là, qui a fait un JAG, donc c'est une très belle revue de cardiologie, en 2019, où ils ont traité 203 patients. Ils ont montré que ça a amélioré la reperfusion. Donc, les patients, ils les traitaient dans le camion du SAMU avec le dispositif. Puis quand ils arrivaient en salle de cathé, il y en avait quand même 32% qui étaient déjà reperfusés, contre seulement 4% dans le groupe témoin. Et ils avaient une amélioration très modeste de la fraction d'éjection du ventricule gauche qui passait de 47 à 53%. Vous n'avez pas énormément de suivi, mais ça reste une belle preuve de concept et ça peut être quelque chose d'intéressant pour traiter éventuellement le post-infarctus.
Ils ont noté quand même un risque de vasoconstriction qu'ils auraient a priori résolu en diminuant les durées d'application. Autre application potentielle, l'angine de poitrine, c'est-à-dire les douleurs liées à des sténoses coronaires ou à des occlusions microvasculaires, actuellement traitées par des médicaments, des stentings ou des pontages. Donc là, cette fois, l'application proposée, c'est de la thérapie par ondes de choc. Les ondes de choc qui sont utilisées depuis longtemps, depuis les années 80, dans la pathologie ostéo-articulaire, notamment dans les tendinites. Et en fait, ils se sont rendus compte en se demandant comment ça marchait, que ça stimulait l'angiogenèse, qu'il y avait sur les biopsies une augmentation du nombre de capillaires, une augmentation des facteurs de croissance en OTA, notamment le VEGF. Donc ils se sont dit, est-ce que ça peut avoir un intérêt dans la pathologie cardiaque, les patients qui ont des douleurs parce que leur myocarde est mal vascularisé, est-ce qu'on peut essayer d'augmenter le nombre de capillaires? Ils ont fait une étude avec leur dispositif sur une 50aine de patients qui a montré un très faible bénéfice fonctionnel, à peine significatif, avec des scores d'Angor qui sont sur 100, ils passaient de 70 à 80 environ, donc c'était pas des choses majeures. En tout cas, il y avait une bonne sécurité du dispositif, il n'y avait aucune complication, ça leur a permis d'avoir un marquage CE l'an passé. Donc c'est une boîte suisse, Stores Medical, qui développe ça. Et là, actuellement, ils essaient de l'amener en post-chirurgie cardiaque, donc c'est-à-dire les patients qui bénéficient notamment de pontage, qui sont à risque dans les suites de faire de l'insuffisance cardiaque. Ils veulent l'utiliser pour favoriser la récupération, donc ils sont en train d'inclure des patients. Ça pourrait être une bonne indication pour le dispositif. Pour l'instant, sur l'Angor, ça semble quand même très peu satisfaisant, ou alors vraiment en cas d'impasse thérapeutique. Mais vu les alternatives qu'on a, et vu le coût de la machine, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir par chez nous. J'arrive maintenant sur la pathologie cardiaque pure, après avoir vu les applications vasculaires. Donc, ça fait le lien avec l'application précédente, l'insuffisance cardiaque post-infarctus. Le problème dans les suites d'un infarctus, c'est que la zone infarcie ne va pas forcément bien récupérer selon le délai de reperfusion. Et derrière, le cœur va être amputé d'une fraction et va entraîner des signes d'insuffisance cardiaque et de la congestion, de l'essoufflement. Donc, le but des thérapeutiques actuelles, ce serait d'améliorer la récupération de la zone nécrosée. Encore une fois, une possibilité d'utilisation des ondes de choc en utilisant les principes qui ont été découverts précédemment, de stimuler l'angiogenèse. Et donc, les auteurs se sont demandé si on pouvait recruter des cellules souches. Ils ont montré ça chez la souris. Ça a amélioré la fonction cardiaque, ça diminue la fibrose, ça améliore la vascularisation. Ils ont mené une étude chez l'homme, c'est surtout en Allemagne. Ils ont inclus 103 patients en post-infarctus à qui ils appliquaient des ondes de choc et en même temps, ils injectaient dans les coronaires des cellules souches. Donc, quand même quelque chose d'assez ambitieux, avec un suivi sur 4 mois qui ont montré qu'ils amélioraient la fraction d'éjection très modestement, donc 3,2% en absolu. C'est quelque chose qui cliniquement est pas du tout pertinent. On sait que la reproductibilité même interopérateur, c'est de l'ordre de 5-10% entre deux échographies, donc 3%, c'est même pas significatif, même si ça ressort statistiquement. Et depuis, les choses sont un petit peu arrêtées au niveau des publications, on trouve plus grand-chose. Le rétrécissement aortique, quelque chose d'un peu plus prometteur. Donc la sténose aortique calcifiée, pour remettre un petit peu les choses au clair. Donc la valve aortique, c'est une valve qui se situe entre le ventricule gauche et l'aorte, donc qui va aller faire le lien entre le cœur et la circulation systémique. C'est une maladie qui est vraiment surtout liée à l'âge, au vieillissement. Avec l'âge, la valve, à force de s'ouvrir et de se fermer, va finir par se calcifier. Ça peut être également chez des patients qui ont des malformations qu'on appelle la bicuspidie. Donc au lieu d'avoir une valve avec 3 cusps, comme on peut le voir ici, ils en ont seulement 2. Donc la valve va s'user plus vite. Donc à terme, le risque, c'est quand cette valve se calcifie, elle s'ouvre plus bien. Et donc, ça va être responsable d'insuffisance cardiaque, d'essoufflement, de malaise, voire d'arrêt cardiaque. Donc, la calcification, elle peut aussi se dérouler sur les valves prothétiques. Donc, les patients, quand ils sont opérés, par exemple, une première fois parce qu'ils avaient une maladie aortique, on leur met soit une valve mécanique, qui dure à vie, mais qui nécessite de prendre des anticoagulants, soit une bioprothèse. Donc, les bioprothèses, c'est élégant parce qu'on n'a pas besoin de prendre d'anticoagulants. Le problème, c'est que ça dégénère au bout de 10 à 15 ans. En moyenne, c'est autour de 12 ans. Donc, on ne le fait pas chez les patients jeunes. Généralement, on met les bioprothèses plutôt chez les patients de 60 ans au moins, 65 ans. Et donc, c'est un vrai problème derrière la dégénérescence de prothèses, puisque ça nécessite de réopérer les gens. Avec actuellement la possibilité aussi de le faire par voie percutanée, mais les prothèses aussi, elles dégénèrent aussi en une dizaine d'années. Donc, l'idée, là, cette fois, c'est encore d'utiliser la cavitation avec un principe qui s'appelle l'histotripsie.
C'est la société CardiaWave qui développe un dispositif. Donc, ils ont montré qu'avec leur dispositif, ils arrivaient à assouplir la valve en faisant des microfragmentations, des calcifications, et diminuer le gradient d'environ 50%. Donc, ils ont fait un très, très beau papier en 2017 là, dans le JACC Basic to Translational Science, où ils nous ont montré sur modèle de cœur perfusé, puis sur modèle animal, qu'ils arrivaient vraiment à diminuer le gradient d'environ 50% des cas. Ils ont fait des analyses histologiques, ils ont fait de l'élastographie, ils ont fait du scanner haute résolution. Donc vraiment un très très bel article, bien documenté avec une belle iconographie. Et derrière, ils ont publié une première série de 10 patients là, en début d'année, sur des patients qui étaient récusés aux thérapeutiques habituelles, qui avaient des dégénérescences de valves. Et ils ont montré également qu'ils réduisaient chez l'homme de 50% les gradients et avec pas de complications, enfin pas de complications majeures, notamment pas d'AVC, parce que c'est vraiment la chose qu'on peut se demander quand on est à l'ISE des calcifications au niveau de la valve aortique. On aurait peur qu'une calcification parte dans le cerveau et provoque un AVC. Donc ils n'avaient pas d'AVC dans leur série de 10 patients. Et a priori, le mécanisme qui repose sur des microfragmentations apparaît safe sur les premières données. Pour l'instant, ils poursuivent les investigations cliniques. Ils n'ont pas encore de marquage CE, mais ça peut être quelque chose d'assez prometteur qui permettrait vraiment d'améliorer la qualité de vie des patients, de poser plus de valves biologiques en se disant que si elles dégénèrent, même si le patient est jeune, on pourra rallonger la durée de vie en lisant les calcifications. Ça pourrait éviter de traiter des patients âgés, de voir s'ils peuvent être répondeurs au traitement avant de les opérer, dans les cas un peu borderline où on ne sait pas bien si c'est vraiment la valve qui est responsable des symptômes. Donc ça peut être vraiment un dispositif vraiment intéressant à suivre. Ensuite, quelque chose que je connais mieux, l'ablation d'arythmie cardiaque. Donc dans les pathologies cardiaques, on peut avoir de formation de zones de foyers anormaux qui vont créer des arythmies, soit par des mécanismes de court-circuit, ce qu'on appelle la réentrée, soit par l'hyperautomatisme, donc des cellules qui vont se dépolariser anormalement. Donc là, le but, c'est assez simple, c'est de faire ce qu'on appelle de l'ablation cardiaque, mais en fait, on ne fait pas d'ablation, comme le disait hier David Mello-Delima. En fait, on va juste cautériser la zone pour qu'elle soit inerte sur le plan électrique. Donc, beaucoup d'études qui ont été menées dans la fibrillation atriale, qui est l'arythmie la plus fréquente, c'est environ 1% des plus de 60 ans, 10% des plus de 70 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser, qui est extrêmement fréquent, qui est une arythmie qui naît au niveau de l'oreillette gauche, et dans lequel les IFU ont été proposés. Le premier dispositif qui avait été proposé, c'était l'utilisation d'un dispositif qui fait le tour des veines pulmonaires pour aller isoler cette zone responsable des symptômes. Dispositif que je vous montre sur la droite ici. Donc, qui nécessitait un abord chirurgical, une sternotomie. Donc, c'était fait en parallèle d'une chirurgie cardiaque pour une autre raison. Par exemple, un patient qui devait être opéré d'un pontage ou d'une chirurgie souvent, par exemple, mitrale. Ils appliquaient en même temps cette solution. Ça marche bien. Il y avait des bons résultats, des taux de succès assez élevés comparables à ce qu'on obtient avec nos techniques endovasculaires. Seulement, ça nécessitait une chirurgie cardiaque. Peu de chirurgiens ont eu envie de se former, donc le truc a été assez peu utilisé. Et au final, Saint-Jude Abbott a arrêté de commercialiser le dispositif il y a une petite dizaine d'années. Donc à Lyon, c'est quelque chose auquel ils avaient pas mal contribué, les chirurgiens de l'hôpital Louis Pradel. Mais malheureusement, du coup, le dispositif est plus commercialisé, donc on ne peut plus l'utiliser. Autre possibilité d'IFU, un ballon endovasculaire qui allait donc là isoler les veines pulmonaires, cette fois en passant par les vaisseaux. Donc on passe par la veine fémorale pour aller jusque dans l'oreillette droite. On fait un abord transseptal pour passer jusqu'à l'oreillette gauche et ensuite aller cautériser autour des veines. Il y a eu des études précliniques puis cliniques et malheureusement le ballon entraînait trop de complications, notamment des complications assez graves. C'était des fistules entre l'oreillette et l'œsophage. Donc on imagine bien que ça faisait des gros chocs septiques avec un taux de mortalité extrêmement élevé. Ils ont essayé de modifier leur protocole en mettant une sonde thermique intra-œsophagienne, en faisant systématiquement de la fibroscopie en fin d'intervention, et ils avaient quand même des ulcérations. Donc ils n'ont jamais eu l'autorisation de mise sur le marché et ils ont fait faillite, malheureusement. Enfin, heureusement, du coup, qu'ils ne soient pas sortis sur plus de patients, parce qu'il y a quand même eu quelques décès. Autre technologie sur laquelle on travaille au Lapto, donc cette fois le but c'est d'utiliser l'abord transœsophagien, donc ça peut être un moyen de pallier la barrière acoustique de la cage thoracique, c'est d'utiliser le rapport anatomique entre l'œsophage et le cœur. Donc l'œsophage on l'utilise pas mal en échographie, on se positionne juste derrière les oreillettes, donc ça nous permet d'éviter la cage thoracique et d'avoir une très bonne résolution.
Et le but, ce serait d'utiliser les IFU pour créer des lésions transmurales au sein du myocarde, sans contact avec le muscle cardiaque, ce qui pourrait avoir un intérêt d'une part pour éviter d'aller dans les vaisseaux, d'autre part pour les traiter des zones auxquelles on ne peut pas accéder avec des cathéters qui sont au contact du muscle, puisque l'intérêt des IFU, c'est de pouvoir traiter au milieu du muscle, notamment, moi je pense à des applications comme les cardiopathies hypertrophiques, qui ont des muscles d'épaisseur de 15-20 mm. On ne peut pas les traiter au milieu quand les arythmies viennent de cet endroit. Donc ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Plusieurs publications qui ont été faites par des collègues du labo, avec des preuves de concept chez l'animal. Pour l'instant, pas d'application, pas d'utilisation chez l'homme, mais des choses qui peuvent être assez intéressantes après avoir résolu les problèmes de mouvement et de synchronisation avec le cœur. Encore une application d'ablation, donc la cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque qui est en fait assez fréquente. On estime actuellement que la prévalence, c'est autour d'une personne sur 300, donc c'est quand même pas si rare. Et le plus souvent, l'hypertrophie, elle prédomine au niveau du septum interventriculaire, ce qui va être responsable, un peu comme le rétrécissement aortique, de symptômes d'insuffisance cardiaque, d'essoufflement à l'effort, du fait de l'obstruction et de la capacité à augmenter le débit à l'effort. Le traitement actuel, il y a deux techniques qui s'opposent, qui sont souvent complémentaires. C'est la chirurgie, donc d'aller réséquer bêtement le bourrelet septal pour diminuer les symptômes. Et autre technique, c'est l'alcoolisation des coronaires, donc d'aller faire une coronarographie et d'aller injecter de l'alcool en gonflant un ballon dans une des branches septales pour provoquer un infarctus expérimental et induire la nécrose de la zone. Donc deux thérapeutiques qui ont chacune leur avantage et leur inconvénient. Et des auteurs qui proposent d'utiliser la cavitation, donc ils injectent des micro-bulles, ils attendent le passage au niveau du myocarde et déclenchent leur pulse à ce moment-là. Ils ont démontré chez des souris mutées qu'ils arrivaient à réduire significativement l'épaisseur myocardique. Pas encore une fois d'essai chez l'homme, mais pourquoi pas une application qui peut être intéressante et qui peut éventuellement servir dans les cas difficiles, qui permettrait aussi de traiter des hypertrophies à d'autres endroits, qui pourrait aussi s'associer à être utile en rythmologie aussi, utiliser la cavitation pour détruire des zones de substrat lactogène. Donc à suivre. Dernière application, et j'aurai terminé mon topo, sur la stimulation cardiaque. Donc les scientifiques de Bordeaux, ils se sont rendus compte en faisant des IFU qui généraient pas mal d'extrasystoles quand ils tapaient sur le myocarde. Donc, ils se sont dit que ça pourrait être utile d'utiliser les ondes de choc pour faire de la stimulation cardiaque. Ils ont publié un article assez intéressant dont ils ont prouvé le concept d'abord sur des cœurs perfusés. Et ensuite, ils sont passés sur l'animal, sur la brebis. Là, ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Donc, ils ont utilisé des bulles de contraste qui leur a permis d'obtenir sur 4 animaux quand même une stimulation continue pendant plus d'1 heure. Donc, quand même assez séduisant de pouvoir faire de la stimulation avec des ondes de choc. Ils arrivaient stimuler aussi bien dans l'oreiller que dans le ventricule. Et après, sur analyse histologique sur les cœurs excisés, ils ont montré qu'il n'y avait aucune lésion histologique. Donc, c'était quelque chose de potentiellement bénin. Donc, plusieurs applications potentielles. Premièrement, traiter les bradycardies. Donc, en contexte d'urgence, ça peut être intéressant quand on a un patient qui arrive en bradycardie extrême, de pouvoir mettre un dispositif efficace, indolore, en attendant la pose d'un pacemaker. Et derrière, une autre indication qui est un peu plus technique, c'est les patients insuffisants cardiaques. Donc, chez certains patients qui ont des troubles de conduction, chez qui l'électricité se propage mal, les ventricules se contractent pas en même temps. Donc, c'est des patients chez qui on met des pacemakers avec plusieurs sondes, pacemakers qu'on appelle triple sonde, pour aller stimuler à différents endroits et resynchroniser la cavité cardiaque. Sauf qu'on sait qu'il y a quand même 20 à 30% des patients qui répondent pas bien. Donc, on pourrait éviter des traitements inutiles en utilisant ça de façon temporaire et en voyant si les patients sont améliorés, si le débit augmente, et ensuite mettre en place le pacemaker définitif chez les patients qui sont potentiellement répondants. Donc en conclusion, les pathologies cardiovasculaires, elles sont fréquentes, elles sont en augmentation du fait du vieillissement de la population, de l'augmentation de l'obésité. Il y a pas mal d'applications potentielles, comme j'ai pu vous montrer, notamment en utilisant les effets mécaniques plutôt que les effets thermiques, qui sont quand même beaucoup plus avancés. Beaucoup de difficultés liées aux particularités anatomiques cardiaques que je vous ai évoquées en introduction. Beaucoup d'exigences en termes de sécurité. Vraiment, ça c'est les études à chaque fois, et surtout pour la FDA, ils leur demandent de faire des études assez poussées sur beaucoup plus de patients pour être certain qu'il n'y ait pas de risque d'AVC, de perforation cardiaque, d'arythmie.
une concurrence assez forte avec les technologies alternatives, hein, que ce soit les ablations par radiofréquence, les stents, la chirurgie. Donc, à voir si le dispositif couvre vraiment un besoin qui n'est pas couvert précédemment pour pouvoir s'imposer. Et donc, actuellement, une très faible pénétration du marché en dehors de la lithotripsie intravasculaire, qui est le seul dispositif qui est vraiment utilisé en cardiologie pour les ultrasons thérapeutiques. Je vous remercie. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions? Deux questions. La première, c'est pour la lithotripsie, pour être dans les coronaires. Instinctivement, on dit que ça va envoyer des petits bouts de calcium. Alors, autant quand c'est sur l'arbre, il faut imaginer que ça dilue, mais sur le bout de la coronaire, Ouais, on explique qu'il n'y a pas de... Effectivement, non, il y en a quand même un petit peu, hein. Ils ont quand même des élévations de troponine, donc d'enzymes cardiaques significatives dans les suites, mais on en a aussi avec les autres techniques. Et globalement, on se dit que le bénéfice d'aller vasculariser l'artère et donc un gros territoire est plus important que d'aller, même si on envoie un petit bout de calcaire qui va forcément faire une petite nécrose en distalité, on se dit qu'au final, on a quand même vascularisé un grand territoire qui était en souffrance, donc ça reste un bénéfice. Mais oui, effectivement, il y a quand même des petites choses qui sont envoyées en distalité. Il y a quand même des patients il y a souvent des élévations de troponine très significatives dans les suites. C'est pas anodin non plus. Et la deuxième question, c'est la radiofréquence. Actuellement, elle est faite pour brûler les faisceaux accessoires. C'est ça ou... En rythmologie, ouais. Alors oui, actuellement, on a deux technologies donc on utilise, soit la radiofréquence, soit la cryoablation. Plutôt la radiofréquence qui est de plus en plus utilisée actuellement. Donc on l'utilise pour toutes sortes de raisons. Donc ça peut être pour les faisceaux accessoires, effectivement. Ça peut être dans la fibrillation atriale. Là, on ne brûle pas les faisceaux accessoires. On va aller isoler les veines pulmonaires. Donc c'est vrai, les veines pulmonaires, ça a été montré comme étant la zone gâchette de la fibrillation atriale. Donc on va les cautériser autour pour faire en sorte que lorsqu'elles se mettent à fibriller, les influx électriques ne soient pas transmis au reste des oreillettes. Donc le but, c'est d'aller vraiment créer de la fibrose autour des veines pulmonaires pour vraiment les isoler électriquement du reste du cœur. Alors justement, dans le problème de rythmologie, c'est comment se comparent des techniques justement d'ablation thermique de type radiofréquence par rapport à l'électroporation? À l'électroporation, actuellement, là, ils sont en train justement de prouver sa non-infériorité et même sa supériorité, mais ce n'est pas encore mis sur le marché, là, pour l'instant, l'électroporation. C'est l'équipe de Bordeaux qui travaille beaucoup là-dessus. Probablement ils vont avoir le marquage CE très prochainement pour l'électroporation, mais pour l'instant, il n'est pas encore disponible en routine, ça reste de l'ordre de la recherche. Pour l'instant, les deux énergies, c'est le froid, les cryoballons, et c'est la radiofréquence. Une question, si vous êtes d'accord. Voilà, comme je disais au départ, moi j'ai vraiment l'impression, enfin c'est surtout ce qui m'est venu hier quand on discutait ensemble, c'est en fait vous avez tous les problèmes que les diffus peuvent avoir, donc du coup on est très pressé que vous les ayez résolus parce qu'on se dit que ça sera facile après. Qu'est-ce qui manque là aujourd'hui pour que l'IFU transœsophagien perce en clinique? Quelles sont les problématiques là auxquelles vous vous heurtez le plus et qui font que le passage à l'homme est pour l'instant pas possible? Je pense que c'est le plus dur, ça va être la synchronisation au mouvement cardiaque. Je pense que c'est ça le plus compliqué à résoudre à mon sens, parce que l'énergie, on sait qu'elle fonctionne, on sait la focaliser. Le problème derrière d'arriver à faire des pulses synchronisées de longue durée, suivre le mouvement cardiaque avec en plus derrière l'anatomie qui va varier selon les patients, c'est vraiment problématique. Le problème aussi, c'est pour faire des essais chez l'animal, notamment on utilise pas mal le cochon, mais le cochon, il n'a pas la même anatomie que l'homme, il y a la trachée qui passe devant avec des interpositions aériques qui vont gêner, donc on a du mal à faire des tests pour bien valider le dispositif chez l'animal. Donc c'est assez compliqué de pouvoir passer chez l'homme. Pour l'instant, on n'a pas assez de données de sécurité clinique. Merci. Merci.